Donc Ariane, chercheur de l'INRAE, basé à Antony, hein, et enseignante au LESU, LESU que je salue puisque c'est là que j'ai passé ma thèse aussi. Voilà. Donc, enseignante en microbiologie. Vous m'entendez bien? Parfait. D'accord, donc effectivement, je travaille dans une unité qui est localisée à Antony. C'est une unité multidisciplinaire qui travaille sur les procédés de traitement et de valorisation des déchets et flux organiques. Et donc, moi, je suis écologue microbienne, donc je m'intéresse au fonctionnement des communautés microbiennes qui catalysent les processus au sein des procédés de biotechnologie environnementale. Je ne suis pas spécialiste de la survie des pathogènes dans ces procédés, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments. Donc, je vais commencer par Tu peux passer en plein des… écran, Ariane. Pardon? Plein Ah oui, je suis écran. complètement… Ah oui, pardon. Agréable. Voilà. Donc, je vais commencer par rappeler quelques éléments présentés par Marianne Depape la dernière fois. Elle a gentiment transmis ses diapositives et ensuite, je parlerai du coronavirus dans les procédés de biotechnologie environnementale avec quelques infos qui viennent de la littérature. Alors, les virus sont des entités biologiques de petite taille. C'est plus petit, par exemple, que les bactéries ou que nos cellules. Donc, ça fait de l'ordre de quelques dizaines à une centaine de nanomètres de diamètre. Et une particule virale, c'est composé du matériel génétique qui est au cœur de la particule et d'une coque qui contient à minima des protéines. Et une particularité des virus, c'est qu'ils n'ont pas la machinerie nécessaire pour synthétiser leurs composants. Donc, ils dépendent pour leur reproduction d'un hôte cellulaire. Alors, en ce qui concerne SARS-CoV-2, donc le virus responsable de la maladie Covid-19, il appartient à la famille Coronaviridae. En effet, les virus, selon leur degré de parenté, sont groupés en familles. Et les coronavirus, ça correspond à des virus qui infectent des mammifères ou des oiseaux et qui peuvent causer des infections respiratoires ou des diarrhées. Alors, le SARS-CoV-2, il a un diamètre d'environ une centaine de nanomètres et son matériel génétique est sous forme d'ARN, comme ça a été dit. Il a un taux de mutation qui est relativement faible, donc à peu près 10 fois moins que la grippe. Et les particules virales sont enveloppées. Ça veut dire qu'il y a à l'extérieur du virus une membrane qui contient des lipides. Et donc, ce n'est pas le cas de tous les virus et c'est important en ce qui concerne la stabilité. Donc, en effet, il se trouve que les virus enveloppés sont parmi les moins stables des pathogènes. Donc, ici, la flèche représente, par exemple, le niveau de désinfection requis pour neutraliser le pathogène. Et on voit que les virus enveloppés sont vraiment les moins résistants, alors que les virus non enveloppés, qui n'ont pas donc, ces membranes de lipides, se trouvent plutôt vers le milieu et qu'il y a des pathogènes encore bien plus résistants. Entre autres, le virus SARS-CoV-2 est sensible à la température. Donc, j'ai mis des ordres de grandeur du temps de persistance, donc du caractère infectieux. Donc, à 4 degrés, c'est de l'ordre de plusieurs semaines. À 20 degrés, quelques jours à une semaine. Et à 70 degrés, on passe à des durées de l'ordre des minutes. Je voulais rappeler des éléments importants sur les méthodes de quantification. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose de regarder le nombre de particules virales infectieuses et le nombre de copies d'ARN viral présent. Donc, pour estimer le nombre de particules virales infectieuses, on utilise des cultures cellulaires de cellules sensibles au virus. Et puis, on va faire des dilutions sérielles de la solution de virus attitrée et regarder pour quelle dilution on arrive à avoir un effet sur la moitié des cellules. Donc ça donne une information directe sur le nombre de particules infectieuses, mais c'est délicat à mettre en œuvre. Ça nécessite par exemple un laboratoire de très haut niveau de sécurité. Alors une méthode plus simple, entre guillemets, c'est de faire donc quantifier le nombre de copies d'ARN présentes. Alors pour ça, on applique une méthode qui s'appelle transcription inverse suivie d'une PCR quantitative. C'est une méthode de biologie moléculaire et donc qui consiste à commencer par extraire les ARN avant de mettre en œuvre. Et donc, ces méthodes ne sont pas équivalentes. Donc, pour le SARS-CoV-2, en général, les dénombrements rapportés par la TCID50, donc la première méthode, sont généralement beaucoup plus faibles que ceux rapportés par RT-qPCR. Donc, une explication, c'est que comme la particule virale n'est pas très stable, on peut avoir des particules virales partiellement endommagées, si bien qu'on détecte encore l'ARN, mais qu'en réalité, la particule n'est plus infectieuse. Donc, quand on regarde des résultats, c'est bien important de regarder quelle méthode a été utilisée pour pouvoir interpréter les résultats. Alors, chez un malade, donc là, ça donne une idée des concentrations détectées
en termes d'ARN présent. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bien sûr, on en retrouve donc, dans les voies plutôt supérieures. Et le virus est également excrété dans les selles, ce qui explique qu'on en retrouve dans les eaux usées. Et donc, dans les selles, il y a de l'ARN qui est détecté. Et il a aussi été montré qu'on peut retrouver des particules infectieuses, même si c'est plus difficile à mettre en évidence. Il y a moins de publications qui ont permis de montrer ça. Et récemment, il a été montré que SARS-CoV-2 peut se répliquer dans certaines cellules de l'intestin, appelées des entérocytes. Donc ça a été montré en laboratoire, mais ça suggérait qu'il y a bien un processus d'infection au niveau de l'intestin. Alors, je passe maintenant à tout ce qui est biotechnologie environnementale. Donc, comme le virus est excrété dans les selles, on s'attend à le trouver dans les eaux usées. Il y a maintenant un certain nombre d'études de plusieurs pays qui montrent la présence de l'ARN dans les eaux usées. Donc, par exemple, il y a eu l'étude en France, puis aussi en Australie, Espagne, États-Unis, Pays-Bas, Italie. Donc, pour la région parisienne, au moment du pic, les concentrations maximales elles étaient de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 copies de génome par millilitre d'eau usée. Et après le pic, c'est redescendu juste après à 10 puissance 3 à 10 puissance 4 copies de génome par millilitre. Donc, comme on l'a évoqué, un des objectifs de ces études, c'était de réfléchir à la mise en place d'une surveillance épidémiologique à partir des eaux usées. Mais ça pose aussi la question des risques pour les personnes qui travaillent dans les stations d'épuration ou avec des boues issues de stations d'épuration ou effluents. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une présence de particules virales infectieuses dans les eaux usées? Et sur cette question, il y a très, très peu de données actuellement en ce qui concerne le SARS-CoV-2. Donc, il y a une étude préliminaire publiée récemment qui concerne le nord de l'Italie, dans la région de Milan, où les auteurs ont regardé 3 steppes qui couvraient la totalité de l'agglomération. Ils ont regardé les eaux usées brutes, les eaux traitées et des eaux de rivière en aval de l'agglomération. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en RT-qPCR, ils ont obtenu des détections positives dans les eaux usées brutes et dans les eaux de rivière, mais pas dans les eaux traitées. Donc, ça suggère bien un effet du traitement sur les particules virales. Et ils n'ont observé aucun caractère infectieux sur les cultures cellulaires, donc avec la méthode TCID. Voilà, mais ça reste des données très préliminaires parce que c'est une prépublication et puis le nombre d'échantillons était limité à 16 au total, répartis sur seulement 2 points de temps et plutôt après le pic épidémique. Donc, il y a vraiment besoin de plus de données. Alors, le fait qu'on ne retrouve pas dans cette publication de particules infectieuses, ça pourrait être lié à une faible stabilité de SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Alors, dans la littérature, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de données directes sur cette question, mais il y a des données sur d'autres coronavirus. Donc, pour le SARS-CoV-1, dans une publication de 2005, ils ont trouvé une persistance de seulement 2 jours dans les eaux usées domestiques pour le caractère infectieux, tandis que le génome, lui, était encore détecté après 7 jours. Et puis, pour d'autres coronavirus encore, une étude de 2009 a montré que le nombre de particules infectieuses était divisé par 1000 en 2 à 4 jours dans les eaux usées à 23 degrés. Donc, ça suggère effectivement, donc on pourrait penser que les résultats seraient peut-être un peu similaires pour SARS-CoV-2, donc une stabilité pas très élevée dans les eaux usées. Et ensuite, dans les procédés de traitement, qu'est-ce qu'il advient? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est que dans les bouts de steppe, il y a plusieurs publics qui détectent l'ARN. Ce qui est intéressant à nouveau, c'est que dans une des prépublications, donc il trouve que le nombre d'échantillons positifs diminue quand on considère avant et après traitement. Donc, dans le traitement secondaire, il y a des échantillons positifs, mais moins qu'en entrée. Et puis, après un traitement tertiaire, il ne détecte plus aucun échantillon positif. En ce qui concerne la méthanisation mésophile, donc là, je n'ai pas de données sur SARS-CoV-2, mais sur d'autres coronavirus, des coronavirus humains. Alors là, non, pardon, pas que des coronavirus humains. Ça dépend des études. Donc justement, il y a eu des études par, je pense, le même groupe sur où là, c'est encore une autre méthode. On va essayer de séquencer les génomes de tous les virus présents. Et donc, ils ont détecté, après méthanisation mésophile, le génome de 2 coronavirus humains et puis dans la deuxième étude d'un coronavirus humain. Et par contre, donc, il y a une autre étude plutôt sur la méthanisation à la ferme où ils ont regardé en entrée-sortie plusieurs pathogènes. Et donc, il y a un coronavirus bovin qui était détecté dans plus de la moitié des échantillons en entrée, mais qui n'a jamais été détecté en sortie.
Et enfin, pour ce qui concerne le compostage, donc il y a une étude que j'avais présentée la dernière fois, où là, c'était en laboratoire sur des carcasses de porcelets infectés par un coronavirus porcin. Et à l'issue de chaque cycle de compostage, il y avait à chaque fois aucune détection du génome du virus, de l'ARN viral. Mais tout ça, c'est uniquement sur la détection de génome. Donc, à nouveau, là, on ne connaît pas du tout le caractère infectieux des particules virales, donc on manque vraiment de données là-dessus. Voilà. Par contre, ces données préliminaires, elles suggèrent que le virus n'est pas très stable, ce qui est cohérent avec ce qui est connu sur les virus enveloppés. Donc, il y a des pays qui commencent à émettre des recommandations sur le stockage des bouts de steppe ou des bouts en fonction de la température. Donc, j'ai trouvé l'exemple de l'Italie qui donne une formule pour calculer un temps de rétention requis en fonction de la température de stockage. Et pour les températures de 30-35 degrés, on tombe sur des durées de 15 à 21 jours. Donc, ça semble long, mais finalement, ça correspond assez bien au temps de séjour pratiqué lors de la méthanisation mésophile. Et après, si on descend en température, par exemple à 10 degrés, forcément, là, ça fait des durées beaucoup plus longues, puisqu'on a vu que plus la température est basse, plus le virus est stable. Voilà, donc je pense que j'ai dû prendre pas mal de temps, donc je ne vais pas relire les take-home messages, mais vous les avez sur la présentation et je voulais vous remercier de votre attention.